Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous allons renouer avec les contes, maintenant que vous dites avoir passé de bons moments avec Faiza Guène et son dernier roman « Un homme, ça ne pleure pas ». Eh bien, les contes, ce sera avec Marguerite Taous Amrouche, dans un recueil qui s'appelle Le Grain magique, qui a été publié chez Maspero en 1966. Alors, vous vous souvenez sans doute que Taous Amrouche est issue d'une famille berbère et qu'elle est la sœur de Jean Amrouche, un grand écrivain et journaliste algérien qui avait pris position pour l'indépendance de l'Algérie et qui s'en était fait le chantre auprès des officiels et des gaullistes en particulier français. Eh bien, quand Le Grain magique a paru, il a reçu un très bel hommage de la part de l'ensemble des libraires et des journaux à l'époque. Voyons ce qu'en dit Le Mois en Afrique et qu'on retrouve en 4e de couverture. Depuis des années, avec son frère Jean Amrouche d'abord, puis seul, Taous Amrouche s'efforce de sauver de l'oubli les vestiges de la tradition orale kabyle. On hésite à employer devant ce recueil le mot de folklore, tant il a été déprécié. Il fallait, pour rassembler un tel ensemble, qu'une femme s'y emploie, car en Kabylie, ce sont les femmes qui s'érigent en gardiennes de cette tradition orale. Ou encore, sous la plume de George Heinen, dans Jeune Afrique, s'il manquait quelques étoiles au firmament des 1001 nuits, ces étoiles y brillent désormais d'un feu qui ne s'éteindra qu'avec le dernier regard kabyle. De Marguerite Taous Amrouche, nous connaissions déjà le chant passionné et l'œuvre écrite. Cette anthologie qu'elle nous propose font les deux choses dans un même creuset. Celui du patrimoine kabyle, qu'elle défend avec une conviction et un talent sans défaillance, qu'elle soit remerciée de nous donner un rare et grave moment de vérité, un livre qui procède de ce que Paul Éluard nommait la poésie ininterrompue. Prête-moi ta plume. Alors c'est un recueil de contes, de poèmes et de proverbes berbères de Kabylie. Prête-moi ta plume. Le Grain magique. Prête-moi ta plume. Je ne vais prendre que les contes pour ce qui nous intéresse. Et reprenons donc un des contes traditionnels d'Algérie, Lounja, fille de Tseriel. Nous, on la connaît comme Lounja bint el-Roul, et le Roula, en kabyle, c'est Tseriel. Prête-moi ta plume. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Prête-moi ta plume. L'on raconte qu'en hiver, 2 jeunes hommes partirent, sous la neige, chasser dans la montagne. Ils tuèrent une perdrix, ils l'égorgèrent, son sang coula sur la neige et l'empourpra. L'un d'eux, « Heureux celui qui épouserait une femme au teint blanc comme neige et vermeil comme sang. » L'autre répondit, « Il n'y a que Lounja, la fille de Tseriel, qui soit ainsi, blanche comme neige et vermeille comme sang. » « Et où se trouve cette Lounja, fille de Tseriel ?» demanda le premier. L'autre montra une direction et dit, « Oh là-bas, très loin !» Alors celui qui rêvait d'une femme au teint blanc comme neige et vermeil comme sang abandonna la perdrix à son compagnon, mit son fusil sur l'épaule
et suivit la direction qui lui était indiquée. Il marcha tout un jour et toute une nuit avant d'entrer dans une forêt et d'apercevoir une fumée monter au-dessus des arbres. Il se dit « Je ne m'arrêterai que je n'ai atteint cette fumée ». Il se porta vers elle et découvrit une maisonnette entourée d'une haie d'épines. Il appela. Une jeune fille se montra. Dieu seul avait pu la créer. Son teint était blanc comme neige et vermeil comme sang. « J'ai perdu mon chemin et je ne sais où aller. Ne pourrais-tu me donner asile pour cette nuit, au nom de Dieu ?» Elle répondit. « Moi, je suis la fille de Tseriel, la fille de l'ogresse. Ma mère est allée à la chasse. Elle ne reviendra qu'au coucher du soleil. Si tu consens à entrer, entre. » Il dit « J'y consens. » Et il entra. Elle lui donna à boire et à manger. Et puis, comme la nuit tombait, elle le cacha dans un souterrain dont elle masqua l'entrée à l'aide d'un grand plat de bois posé à l'envers. À peine Lunja venait-elle de mettre à l'abri le jeune homme qu'elle entendit venir sa mère. Tseriel, l'ogresse, marchait pesamment. Tseriel touchait à la fois à la terre et au ciel. Sa tête était un vrai buisson d'épines. Elle entra en se courbant. Dès le seuil, elle aspira fortement l'air et elle dit « Je sens une odeur qui n'est pas nôtre. Je sens l'odeur de l'homme. » Lunja répondit « Un mendiant est passé ce soir et je lui ai fait l'aumône. Au nom de Dieu, c'est son odeur que tu sens. » Tseriel s'avança et ordonna. « C'est moi, mon dîner. » Lunja le lui servit. Puis elle alla s'asseoir sur le plat de bois qui cachait l'entrée du souterrain. Dès qu'elle eut fini de manger, Tseriel déclara. « Je m'en vais ce soir enduire de henna tous mes plats de bois et toutes mes écuelles. » Et elle les appela par leur nom. Ils vinrent tous, les uns après les autres. Seul le plat sur lequel Lunja était assise ne se déplaça pas. L'ogresse l'appela de nouveau. Alors la jeune fille dit « Laisse-le, demain viendra son tour. Ce soir je suis trop bien assise pour me déranger. » Tseriel, qui aimait sa fille, n'insista pas. Elle ne tarda pas à s'endormir. Lunja fit mine de dormir. En réalité, elle épiait le moment où elle entendrait crier toutes les bêtes que sa mère avait avalées dans la journée. Ce n'est que vers le milieu de la nuit qu'elle entendit les vaches meugler, les brebis et les chèvres bêler, les veaux beugler, l'âne braire et les poules caqueter. Elle en profita pour délivrer le jeune homme et lui dire « Vite, elle dort, prends tes jambes à ton cou. » Mais lui répondit « Je ne partirai que si tu m'accompagnes, car je ne suis venu ici que pour toi. » Bien, lui dit-elle, et ils sortirent. Une haie d'épines les arrêta. Lunja dit « Oh, haie de miel et de beurre, laisse-nous passer. » La haie d'épines s'ouvrit pour les laisser passer et se referma derrière eux. Ils se mirent à courir de toute leur force. Mais une rivière tumultueuse leur apparut. Lunja supplia. « Oh, rivière de miel et de beurre, laisse-nous passer. » Les eaux de la rivière se retirèrent devant Lunja et le jeune homme, et elles se refermèrent une fois qu'ils eurent atteint l'autre rive. Tseriel
se réveilla, tandis que fuyait la jeune fille au teint blanc comme neige et vermeil comme sang. L'ogresse appela « Lunja, Lunja !» Mais elle appelait dans le vide. Elle se pencha au-dessus du souterrain et aspira l'air. Elle jeta un regard sur le lit de Lunja et elle comprit. Elle s'écria « Lunja, ma fille, m'a trahi, Lunja m'a abandonnée !» Et elle partit à sa recherche. À la haie d'épines, elle dit d'une voix furieuse « Et d'ordure, laisse-moi passer !» Les épines se firent plus aiguës, grandirent démesurément. Thériel passa néanmoins, mais ses pieds furent déchirés et ses habits mis en lambeaux. Elle se mit à courir comme une démente, en clamant par les chemins. « Lunja, Lunja, tu m'as trahi, tu m'as abandonné !» Mais Lunja avait changé de maître. La rivière arrêta l'ogresse. Thériel lui cria furieusement « Rivière d'immondice, je veux passer !» Mais la rivière se mit à gronder de façon menaçante. Thériel s'y jeta, une vague énorme l'emporta. Mais avant d'être engloutie, l'ogresse clama une dernière fois « Que Dieu te trahisse comme tu m'as trahi, Lunja !» Le jeune homme et la jeune fille, blanches comme neige et vermeilles comme sang, étaient déjà loin. Ils arrivaient en vue d'une hauteur. « Mon village est là-bas, » dit le jeune homme, en étendant le bras. « Nous y serons à la tombée de la nuit. » Et ils se mirent à grimper. Ils marchèrent longtemps en montagne. Comme ils s'engageaient dans un col, ils aperçurent 2 aigles qui se querellaient. Le jeune homme les sépara à l'aide d'un bâton. Mais le plus grand des ailes se vengea. Il prit sous son aile le jeune homme et l'éleva dans les airs. Lunja s'écria « Oh, j'ai trahi ma mère et me voici trahi à mon tour !» Mais le jeune homme eut le temps de lui crier « Va devant toi, tu rencontreras une fontaine, une négresse, notre servante, et viendra avec nos ânes et nos outres. Ne manque pas de la tuer pour revêtir sa peau sombre. Tu n'auras plus qu'à suivre les ânes, ils te mèneront chez nous. Et là, dis à mon père, ton fils, un aigle l'a emporté. » Lunja vit la négresse s'approcher de la fontaine. Elle la laissa remplir ses outres et les charger sur les ânes. Et puis, elle s'avança pour la tuer et revêtir sa peau. Les ânes la conduisirent à la maison du jeune homme. Elle dit au père en arrivant « Ton fils, un aigle l'a pris sous son aile et l'a enlevé en plein ciel. » Le père attendit quelques jours, dans l'espoir que l'aigle lâcherait sa proie. Et puis, il décida de consulter le vieux sage. Le vieux sage le rassura et lui dit « L'aigle n'aura pas tué ton fils. Il est certain que s'il l'a mis sous son aile, il ne l'a pas tué. Pour délivrer ton fils, voici ce que tu feras. Tu monteras sur le plus haut sommet, et là, tu sacrifieras une génisse, la plus belle, la plus grasse que tu auras trouvée. Les aigles descendront pour s'en repaître. Celui qui tient ton fils prisonnier sous son aile sera plus lourd que les autres. Il ne s'envolera que difficilement. Toi, donne-lui un coup de roseau sur l'aile, et il laissera ton fils tomber. » Le père s'éleva donc sur le plus haut sommet, sacrifia la génisse la plus belle et s'éloigna pour épier les aigles. Il les vit descendre. Il les observa tandis qu'ils mangeaient. Le plus grand d'entre eux était si alourdi qu'il pouvait à peine remuer. Comme il allait essayer de s'envoler, le père lui frappa l'aile d'un roseau. Le jeune homme tomba. Il était aussi chétif et faible dans l'herbe qu'un oisillon.
Le père le prit contre lui et le ramena. Lunja prit soin de celui qu'elle aimait. Il avait souffert de la faim. Elle ne le nourrit que de viande grillée, d'œufs, de miel, de beurre et de fruits. Et il redevint bientôt tel qu'il était auparavant. Alors le jeune homme alla trouver son père et lui déclara: « Je veux épouser la négresse. Comment oserons-nous regarder en face nos voisins ?» s'indigna le père. « Tu veux notre honte ?» Mais le jeune homme dit encore: « Je l'épouserai ou je mourrai. » Il l'épousa. Lunja reçut toutes sortes de riches présents et une nouvelle servante fut engagée. Le jeune homme attendit la nuit pour dépouiller sa femme de la peau d'emprunt qui voilait sa beauté. Au matin, la servante fut la première éblouie par cette beauté. Venue pour apporter aux époux leur déjeuner, elle s'en retourna pour annoncer à tous: « Madame n'est pas une négresse, madame est blanche comme neige et vermeille comme sang. » Tous accoururent pour constater le miracle. Or, le jeune mari avait un frère cadet qui demanda: « Comment cela s'est-il fait ?»« Oh, je n'ai eu qu'à prononcer ces mots. « Ô fille de nègre, dépouille ta peau !» répondit l'aîné. Le cadet se dit alors: « Si une négresse se révèle une beauté, que serait-ce d'une chienne? Ne se révélera-t-elle pas une déesse ?» Il épousa donc une chienne. La nuit, lorsqu'il fut seul avec elle dans la chambre nuptiale, il lui dit: « Fille de chien, dépouille ta peau !» Elle lui répondit par un aboiement furieux. « Dépouille ta peau, fille de chien !» commanda-t-il à nouveau. Elle lui sauta dessus et le dévora. Au matin, lorsque la servante entra pour saluer les époux et leur servir leur déjeuner, elle découvrit la chienne veillant jalousement sur les restes de son époux. La servante s'enfuit en hurlant: « Monsieur est une carcasse, madame est accroupie dessus, monsieur est une carcasse, madame est accroupie dessus, monsieur est une carcasse. » Et mon compte est comme un ruisseau, je l'ai compté à des seigneurs. Prête-moi ta plume. Histoire de la grenouille. Prête-moi ta plume. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Aux temps anciens, au temps où parlaient les bêtes, la grenouille était l'épouse du crapaud. Ils vivaient très heureux. L'abondance et la prospérité emplissaient leur maison. C'était la pleine saison des figues et l'automne approchait. Un matin, la grenouille dit au crapaud: « Homme, les figues sont mûres, et comme on dit, qui trouve une figue prépare une bûche. Il est temps pour nous de penser à l'hiver. Rends-toi au marché, achète de la laine. Je te tisserai un burnous sombre pour la pluie. Achète aussi un peu de viande, je l'accommoderai, et nous l'emporterons demain, car nous irons dès l'aurore laver notre laine à la rivière. Et nous passerons à la campagne tout le jour. Nous reviendrons chez nous avant la tombée de la nuit avec des légumes, des raisins et des figues. » Le crapaud se saisit d'une sacoche et d'un sac et prit le chemin du marché. La grenouille, elle, courut à la fontaine chercher de l'eau. À la forêt rapporter un fagot, et rentra pour mettre sa maison en ordre. À midi, c'est à peine si elle mangea. Elle s'attela à moudre un plein couffin de blé. Quand elle eut fini, elle passa la farine au tamis. La semoule la plus fine, la plus jolie, elle en fit une galette qu'elle mit de côté pour la montrer à son époux. Et puis elle roula le grain du couscous. Lorsqu'elle eut mis la marmite sur le feu,
il ne lui resta plus qu'à attendre. Au crépuscule, elle se porta à la rencontre de l'époux. Il avançait péniblement. Elle le rejoignit, l'aida à déposer sa charge de laine et lui ôta la sacoche de provisions qui pendait à son épaule. Ils rentrèrent. Elle alluma la lampe à huile, elle jeta la viande dans la marmite et mit le couscous à cuire à la vapeur. Et puis, elle s'approcha du sac de laine. Elle secoua la laine avec force pour en faire tomber la poussière et la paille, et elle dit au crapaud: « Les flocons les plus soyeux, les plus blancs, je les emploierai pour ton burnous. Quant à la laine rêche, j'en ferai une couverture que je teindrai, et nous aurons chaud cet hiver. » Elle fit un tas de la belle laine, remit dans le sac celle de moindre qualité, se lava les mains et s'occupa du dîner. Elle posa bientôt la marmite à terre et mit sur le feu un chaudron plein d'eau. La grenouille et le crapaud dînèrent paisiblement. Quand ils eurent fini, l'eau chantait. La grenouille y jeta de la cendre et mit la laine à tremper. Puis elle rangea sa maison. Le crapaud, lui, qui était fatigué, alla se coucher de bonne heure. La grenouille, plus vaillante, sortit la laine du chaudron, la pressa et la mit à égoutter dans un couffin. Elle remplit la sacoche de provisions, galettes et viande, et comme elle devait se lever dès le point du jour, elle songea enfin à se reposer à son tour. Le lendemain, lorsqu'ils se réveillèrent, il faisait encore nuit. Ils firent leur toilette et déjeunèrent à la hâte. La grenouille, le couffin de laine sur le dos, et le crapaud, la sacoche en bandoulière et le battoir à la main, sortirent à l'aube. Le chemin qui menait à la rivière était en pente. Ils s'y engagèrent. Ils atteignirent la rivière comme le soleil se montrait. La grenouille posa sa charge de laine, le crapaud suspendit la sacoche à un arbre, et ils se mirent à l'ouvrage. Le crapaud rassembla quelques pierres et construisit un barrage pour emprisonner l'eau. C'est dans cette petite mare que la grenouille devait défaire la laine, l'effilocher en légers flocons à mesure que son époux la battait. À midi, toute la laine était propre. Ils pensèrent alors à déjeuner. La grenouille dit au crapaud: « Va, suis cette direction, essaye de trouver parmi les ronces quelques mûres et rapporte aussi des figues si tu peux. » Le crapaud partit à la recherche des fruits. Il coupa des joncs, les tressa en corbeilles qu'il remplit de figues, de raisins et de mûres. Son épouse l'attendait patiemment. Elle avait découvert une place à l'ombre et posé par terre sur un foulard la galette et la viande. Elle fit les parts et ils déjeunèrent. Ils se délectèrent des fruits. Ils n'en laissèrent pas un seul dans la corbeille. Ils burent à une source dans le creux de leurs mains, et puis, comme l'air était chaud et le soleil piquant, ils s'apprêtèrent à faire la sieste. Le crapaud étendit son burnous à l'ombre des peupliers, et ils se couchèrent dessus. Lorsque le soleil se mit à baisser, la grenouille dit au crapaud: « Homme, lève-toi, il faut partir. Rapporte-nous des légumes, tandis que je m'en vais tout ranger. » Le crapaud prit la sacoche et la corbeille de joncs pour se rendre dans un jardin potager qui se trouvait tout près de la rivière. Les légumes gorgés d'eau y étaient splendides. Le crapaud cueillit des piments, des courgettes et des tomates. Il en remplit la sacoche. Dans la corbeille, il mit des figues et des raisins, et il s'en revint vers son épouse
Elle lui dit « Oh, jamais nous n'avons été plus heureux. Si ce jour pouvait ne pas finir. » « Nous reviendrons quand tu voudras. » répondit le crapaud. La grenouille chargea en soupirant le couffin de laine sur son dos, et ils se mirent en marche. Ils avançaient avec peine, car ce qui était une descente le matin était devenu une montée. Et puis, ils étaient alourdis par tout ce qu'ils avaient mangé. La grenouille, surtout, était lasse. Ils marchèrent. À la vue d'un chêne, la grenouille soupira. « Je suis fatiguée. Ne pourrions-nous pas nous reposer un peu sous ce chêne ?» Ils s'arrêtèrent un instant, et puis le crapaud dit « Sois courageuse. La nuit va nous surprendre et notre maison est encore loin. » Ils marchèrent encore. Une colline apparut. « Oh, je suis fatiguée, » reprit la grenouille. « Lève la tête, » répondit le crapaud. « Derrière cette colline se trouve le village. Nous allons bientôt voir les toits des maisons. » Mais la grenouille, exténuée, s'assit sur le bord du chemin et déclara « Pars seul si tu veux, je ne peux plus faire un pas. » Alors, le crapaud la prit à califourchon sur ses épaules. Au bout d'un moment, il dit agacé « Quelle est cette eau qui mouille mes talons ?» La grenouille répondit « C'est l'eau de la laine qui dégoûte du couffin. » Mais le crapaud reprit de plus en plus courroucé. Sans doute viens-tu de pisser sur moi. Je sens des gouttes sur mes talons. »« Je te dis, mon ami, que c'est la laine. » Le crapaud, excédé, jeta la grenouille par-dessus son épaule. Or, près de là, se trouvait une mare. La grenouille y sauta, abandonnant sur le bord le couffin de laine. Le crapaud s'accroupit un peu plus loin, tristement, la sacoche de légumes et la corbeille de fruits à ses pieds. Le chevrier vint à passer. « Qu'as-tu, mon oncle ?» le crapaud demanda-t-il. « Que neige ! La reine des femmes s'est enfuie. Elle est dans la mare. Ce n'est que cela. Je vais te la ramener, dame grenouille, » appela-t-il. « Qui marche au-dessus de mon toit? Des débris tombent sur mon dîner. »« Je suis le chevrier. Viens. Dieu veuille t'inspirer. Retourne auprès de ton mari. »« Va, occupe-toi donc de tes pieds pleins de gerçures. »« Suis-je venu pour que tu m'insultes? Reste dans ta mare, si tu t'y trouves bien. » Survint le chacal. « Qu'as-tu, crapaud, à surveiller les chemins ?»« La jouvencelle du jouvenceau m'a délaissé. »« Mais je vais la prier de revenir, si Dieu veut la conseiller. »« Dame grenouille !» appela-t-il. « Qui va là ?»« C'est le chacal qui vient vers toi. »« Le chacal agile et malin. » Vraiment, si tu étais agile et malin, chacal, t'aurais-je trouvé la patte brisée dans un piège au fond d'un ravin? Le lion vint à passer. « Qu'as-tu, crapaud, à garder les chemins ?»« Oh, monseigneur, c'est la beauté de l'univers qui s'est enfuie et m'a abandonné. »« Ne te désole pas, je vais te la ramener. »« Qui marche au-dessus de mon toit ?» demanda la grenouille en colère. « Des débris tombent sur mon dîner. »« C'est ton seigneur, le lion, le roi des fauves. Viens, suis-moi, retourne vers ton mari. »« Toi, monseigneur ? Si tu étais le roi des fauves, un arabe ne te traînerait pas au bout d'une corde comme un chien. » Le lion, découragé, s'en alla retrouver le crapaud. Le gypaète passa. « Qu'as-tu, mon oncle le crapaud ?»« La grâce du monde est entrée dans la mare. »« Est-ce tout ? Ce n'est pas grave. » Il prit son envol. « Qui donc est sur mon toit ?» cria la grenouille. « Des débris tombent sur mon repas. »« C'est ton seigneur, le gypaète, fils de gypaète et blanc comme le lait. »« Ah, vraiment ? Si tu étais mon seigneur, le gypaète des gypaètes et blanc comme le lait, t'aurais-je trouvé mangeant une charogne sur un tas de fumier. » Survint le corbeau. « Qu'y a-t-il, mon oncle le crapaud? À pareille heure, que fais-tu par les chemins ?»
La grâce du monde m'a délaissé. Sois sans crainte, elle ne résistera pas à ma voix. Dame Grenouille, appela-t-il, suis-moi, je suis le corbeau, le marabout qui revient de la Mecque. Vraiment, si tu revenais de la Mecque, tu n'aurais pas trahi la confiance qu'avait mise en toi le prophète. Dieu ne t'aurait point maudit. Après avoir été tout blanc, tu ne serais pas devenu tout noir, et tu ne sentirais pas la pourriture. Le corbeau partit l'aile basse. Arrive la perdrix. Qu'as-tu, mon oncle le crapaud? La nuit est venue. Que fais-tu seul par les chemins? Ah, le sel de l'univers a fui. Ma femme m'a abandonné. Je cours te la ramener. Dame Grenouille! Appela-t-elle. Qui marche au-dessus de mon toit? Des débris tombent sur mon repas. C'est la perdrix la plus jolie du pays. Ah, vraiment, si tu étais la perdrix la plus jolie du pays, aurais-je trouvé tes sœurs en boule dans la gibecière d'un chasseur? La perdrix s'en revint pleurant. Le roi Telé, enfin, se présente. Qu'as-tu, mon oncle le crapaud? Pourquoi cet air désespéré? C'est la jouvencelle du jouvenceau qui s'est enfuie dans la mare et m'a laissé. Plusieurs ont essayé de me la ramener, mais elle ne leur a pas fait bon visage. Tu verras, moi, elle me suivra, car je ne la prierai pas. Qui cogne à mon nid? Des débris tombent sur mon dîner. C'est ton seigneur, le roi Telé des rois Telé, vert comme le fiel. Tu vas marcher devant moi au gare à la matraque. Oh, un instant, que je me pomponne, un peu de rouge aux lèvres, un peu de noir aux yeux, et je précède mon seigneur. Prête-moi ta plume. Mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs. Essayez de deviner un peu. Pourquoi le génie populaire a pu inventer un conte pareil? La femme n'obéit qu'à la matraque, tiens donc. Prête-moi ta plume. La mare où éteindre ses flammes, ô Aïcha ma fille. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Prête-moi ta plume. L'on raconte qu'aux temps anciens, il existait une veuve entourée de 7 enfants. De 7 enfants qui se suivaient de près. Elle était très pauvre et sa tâche était rude. Le jour, elle travaillait pour autrui. La nuit, elle travaillait pour elle. Elle se rendait à la fontaine de grand matin, et puis au bois, d'où elle rapportait des fagots et de l'herbe pour ses lapins et pour sa chèvre. Elle aidait à couper l'orge et le blé à l'époque des moissons, et elle allait glaner au champ. L'été, ceux qui possédaient des jardins de montagne l'envoyaient leur cueillir des légumes et des fruits. Elle revenait chargée de raisins, de figues, de pêches et de poires, et on lui en donnait un plein panier pour la payer de sa peine. L'hiver, elle ramassait des olives et recevait de l'huile en échange. Elle parvenait ainsi à nourrir et à élever ses 7 enfants. Quelques-uns la secondaient et venaient parfois la retrouver au champ. Les autres, elle les laissait à la garde de l'aînée, une fillette que la misère et les soucis avaient mûrie. La veuve habitait une hutte en dehors du village. Elle en partait avant le lever du soleil et n'y revenait qu'au crépuscule. C'est la nuit qu'elle triait l'orge et le blé de chaque jour. C'est la nuit qu'elle tissait à la lueur d'une lampe à huile. La saison des figues avait fui, il n'y avait presque plus de grenades sur les arbres. Le froid allait être bientôt là sur le seuil. La veuve le sentait. Aussi avait-elle mis sur le métier une belle couverture pour que ses petits aient chaud l'hiver, et elle passait s'éveiller à tisser. Une nuit, elle crut sentir dans l'air comme l'odeur des olives et de la neige.
Elle avait fait dîner ses enfants et leur avait étendu des couches près du foyer. Elle s'approcha du métier plus tôt que de coutume et y entra tenant à la main la lampe à huile. Elle tissa jusque vers le milieu de la nuit, préoccupée de ne pas se laisser surprendre par l'hiver. Les enfants dormaient. La hutte était plongée dans la pénombre. Le feu qui brûlait au centre l'éclairait faiblement, et la lampe posée près du métier. Soudain, la porte qui était restée entr'ouverte fut poussée, et la veuve vit une silhouette géante, formidable, pénétrer. Les pieds foulaient le sol de terre battue, la tête touchait le toit de chaume. Les cheveux se dressaient vers le ciel comme un buisson d'épines. C'était Tseriel. Elle se dirigea vers le métier et y entra. Elle s'assit près de la veuve et lui dit « Pose-toi, je vais t'aider. » Et elle se mit à tisser. Elle tissait comme un démon, tandis que la veuve tremblait et pensait « Ma mère, elle va nous avaler, mes enfants et moi. » Elles tissèrent toutes deux jusqu'à ce qu'il n'y eut plus de fil. Mais l'ogresse aperçut des cordelettes. Elle s'en empara et dit « Nous allons les tisser et poursuivre notre tâche. » Quand il n'y eut plus de cordelettes, Tseriel et la veuve sortirent du métier et s'assirent près du feu. La veuve ajouta une bûche et de hautes flammes jaillirent. Un moment après, la veuve sentit une démangeaison à la tête. Elle saisit par le milieu un brandon et se gratta avec l'extrémité qui ne flambait pas. Tseriel voulut l'imiter, mais c'est la partie incandescente du brandon qu'elle appliqua sur sa tête. Ses cheveux prirent feu en un éclair, et le buisson épineux qu'ils étaient ne fut plus que flamme. Elle s'élança au dehors et se mit à courir, poursuivie par tous les chiens du voisinage. Le vent rabattit les flammes vers ses épaules, le feu gagna ses vêtements et descendit jusqu'à ses pieds. Elle ne fut bientôt qu'une torche en plein vent qui courait en clamant par les chemins. « La mare où éteindre ces flammes, ya Aïcha ma fille, la mare où je pourrai éteindre ces flammes. » Une torche aux prises avec l'immense hurlement des chiens et du vent. Une mare se présenta enfin devant elle. Tseriel s'y jeta et s'enlisa dans la vase. Mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs. Et c'est à ces mêmes seigneurs que je souhaite une bonne et douce nuit. À demain avec les contes de Taous Amrouche. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.
شحال حكيو والسنة دليل هنا وباس وباس وري وطل ونام قصة شحال حكيو والسنة دليل هنا أوه شنود حمل كان أوه شنود حمل كان القطار قريب سنيو وذيوي الهوى رهبات زلاغوليو يروح عليك منا القطار قريب سنيو وذيوي الهوى رهبات زلاغوليو يروح عليك منا أوه شنود حملك أوه شنود حملك يضم كل مكان ويوم زال يتمنى يسوى غمان يصفان كفسن في الليل كيضم كل مكان واليوم زال يتمنى يسوى غمان يصفان كفسن في الليل أوه شنود حملك أوه شنود حملك كان رحال الحوم وبريد المحيبان انكسر عن زهوم انا عايش ديما يلهنا كان رحال الحوم وبريد المحيبان انكسر عن زهوم انا عايش ديما يلهنا اوه شنود حملك اوه شنود حملك لا 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 Prête-moi ta plume. The sun rising to me, the sun rising for me. I can see the way it comes. I'm down for this beauty, I'm fragilizing some. I'm down for this lonely way, I'm blindly walk on. Salami aliki ya Arib, falling down on my knees ya Habib. Salami rani li, salami aliki ya Arib, falling down on my knees ya Habib. Salami rani li. The moon enlightened to me, the moon
this is so confusing. My story, I can see the way it goes. سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك يا غريب يا حبيب. سلامي 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 عليك. سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك, سلامي عليك, سلامي عليك. سلامي عليك يا غريب, falling down on my knees يا حبيب. سلامي راني ليك. ماني مهبول ماني نام, خوك نجرب خوك مثال بالصبر ينام. ما ديرش كيما شي ناس, خس جسم بقاني راس نيساس, خوي الصبر ينام. يا 31 عام ابان اليوم, شوف وراني شوف وين كل ضاوي, وين ماشي ارواح وجوز. كاين فلوس لهنا نقصوا لي كود بلوز, نوزنوا البارح واليوم السور نلقاو ديفيرونس. عندي لا ميموار معمره بلي زاني نوار, نجوز مخي مسول سي با دي زيستوار. خدتني حق بزاف مي كل ما نطيح ما نروحش, ندير القلب نشحن ونزيد ما زيد سي ما دروغ. اليوم صوتي تمكالكا كلاطي دي بان بلاندي بزنس والكارنا, مام السي داروا لي ديكو صحاح, داروا لي صحاب. جوزت سمانات كامله سماقه كاحله ما صحاد خو, بصح ماشي سبا. شديت مشيت حبه حبه, مي كانت قبه رديتها حبه. سي نورمال لي فور مورالي حاسب السطر, ونقول مالي مليح مالي هو الصبر. ماني مهبول ماني نام, خوك نجرب خوك مثال بالصبر ينام. ما ديرش كيما شي ناس, خس جسم بقاني راس نيساس, بالصبر ينام. حمقروني بالعين والو في الجيب, جيت لقيت البيبان بالعين. نسيستيت ما معنى بالي كاين دخل من هيك, مهمي ماشي لاكورس في ليكرون. نصبر شويه نولي ندور في لاكور دي كرون. صح انا مهدوك اللي امنوا, اللي تيقوا فوش يكونوا فوش يديروا اللي كاملوا. هما صارين انا الشي اللي يحبوا بزاف, يضلوا يتابعوا ما نقولش لا لا سيفو نعاود كوش من الار الزاد. مي جامي باكليت مانيش متاكلي, كان خيرت لازيكو وخليتك الباكليك. صح جامي ماكليت في المليون راني غير نخلش ونزيد جام بيتان كليب. واش تقول فيها شو وين الحق, ماشي صح كيما زربت كان عندي الحق. ما ننساش الناس اللي عاونوني بلا حساب, والحساد هاد الالبوم راه في خاطرهم الساك. ماني مسلماني نام, خوك نجرب خوك مثال بالصبر ينام. ما ديرش كيما شي
تبغى جداي طلع دموع في الأول عندنا جوز بالضرب الأول ما يتحول قالوا لي حياة ما تروحيش لبعيد لا شتو ما شتو راك تشوف اليوم راني بارتو صغيرة دينا واعرة وانا صغيرة صارت تغلق بيه هذه حقيقة ما مش المايك ما سكسي ملاك نحيها لي تبغى جداي طلع دولار في الأول عندنا جوز بالضرب الأول ما يتحول قالوا لي حاجات ما تروحيش بعيد لا شتو ما شتو راك تشوف اليوم راني بارتو ماني مستغلانين لا خوك نجرب خوك مثال بلي صابر هنا ما كاينش كيما شي ناس ستريس بقالي راسي نسان خويا صابر هنا Prête-moi ta plume.